La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrasée du digital, du numérique. Bienvenue dans cette Afrique TV qui a l'honneur, le plaisir, dans le cadre de la grande émission L'interview de cette Afrique, de recevoir aujourd'hui le Premier ministre Abdoul Mbaye, président de l'ACT, économiste. Abdoul Mbaye, merci de vous déplacer aujourd'hui et d'être venu ici dans les locaux de cette Afrique au point E. Nous allons entamer cette interview-là avec une question essentielle. Vous avez suivi sans doute les développements dus à cette crise-là que nous sommes en train de vivre, la pandémie du Covid-19. Quelle analyse faites-vous de la situation économique du Sénégal en ces temps de crise? Bon, d'abord, je vais vous remercier de votre invitation et en profiter pour vous féliciter, puisque c'est la première fois que je viens dans vos splendides locaux. Merci beaucoup. Évidemment, je vous suis depuis votre démarrage avec cette Afrique. Tout à fait. Et vous avez donc tous mes encouragements pour la suite. Merci. Il n'y a pas que l'aspect économique. Covid-19, c'est une crise multiforme. Oui, multidimensionnelle. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise sociale, il y a la crise économique. Et je crois très sincèrement qu'il sera difficile de faire l'économie d'une crise politique parce que face à une crise d'une telle ampleur, avec autant de volets qui nous mènent vers du critique, je ne pense pas très sincèrement que certains pays au sein desquels l'incompétence des gouvernants s'est révélée, pays où la détresse économique a des conséquences de plus en plus visibles, de plus en plus perceptibles, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'une crise politique. Vous avez quand même, durant toute la crise, fait des contributions, des analyses. Cela prouve que vous avez suivi de très près la situation. Comment analysez-vous le comportement, l'attitude du gouvernement et du président de la République sur la gestion de la crise? Bon, vous avez raison de souligner que je suis resté attentif et je le suis toujours. Essayant à chaque fois de ma posture d'opposant politique, mais de citoyen conscient des difficultés que vit le Sénégal, j'essaie d'apporter tout seul à la tête de mon parti, j'essaie également d'apporter au travers du Congrès de la Renaissance démocratique. Apporter quoi? Apporter des réflexions, être critique certes, mais apporter également des propositions. Et ça a commencé tout de suite par le refus de ce que j'ai considéré, moi, comme relevant davantage d'un show médiatique que d'une contribution réelle permettant au chef de l'État de pouvoir faire face dès les premières heures à l'arrivée du mal, de la pandémie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de plutôt rédiger des courriers, de les adresser au président de la République, plutôt que d'aller le rencontrer pour 10 ou 15 minutes et parler dans le secret de son bureau. Avez-vous refusé de rencontrer le président Macky Sall? Je n'ai pas refusé, j'ai choisi l'utile. Et j'avoue très sincèrement que la forme également n'y était pas, bon, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? C'était faire des propositions de qualité et des propositions qui ne restent pas dans une mémoire à l'issue d'un entretien de quelques minutes. Donc j'ai préféré envoyer de l'écrit. Alors, pour revenir à votre question, on est obligé aujourd'hui de faire le bilan. Vous me posez la question, comment appréciez-vous la manière dont les choses ont été jugées? Sur le plan de la crise sanitaire, on est obligé de reconnaître qu'il y a échec. La situation est aujourd'hui hors contrôle. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et ce qui nous a amené à ça, évidemment, c'est une succession de mesures insuffisantes, et notamment un point sur lequel j'avais particulièrement insisté dans l'un de mes courriers, je crois d'ailleurs que c'était l'objet de ce courrier, sur le plan de la communication, on a failli. On a failli parce que quand on constate qu'on n'est plus capable de convaincre son interlocuteur
d'attitude à avoir pour sauver sa santé, pour protéger sa santé, pour préserver sa santé, pour sauver sa vie, c'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est un échec, ça c'est certain. C'est vrai, ça ne pouvait pas durer longtemps. L'ensemble des mesures qui ont été prises, qui ont été des mesures d'exception, qui ont été des mesures d'isolement, qui ont été des mesures de suspension de vie économique, il est évident que ça ne pouvait pas durer éternellement. Donc il y a eu cet échec, on est hors contrôle, on ne peut plus rester dans le dispositif spécial qui avait été mis en place, mais je crois qu'il aurait quand même fallu, et ça c'est un gros reproche que je fais au président de la République à la suite de son discours du 29 juin, mais qu'ils disent les choses de la manière la plus claire. Nous avons essayé de combattre le mal. Malheureusement, les statistiques prouvent que nous n'y arrivons pas. Nous n'avons pas de résultats, nous n'avons pas encore réussi à aplatir la courbe de progression des cas positifs, la courbe de progression du nombre de décès, malheureusement. Et donc, on est obligé, de rester très prudent, même si on lève les mesures pour faire repartir la machine économique. Restons très prudents, rester dans les mesures de distanciation sociale, parce que c'est pire aujourd'hui que ça ne l'était quand on décidait de mettre en œuvre toutes ces mesures d'exception. Et puis, on aurait dû faire savoir aux citoyens sénégalais que la possibilité d'un retour à des situations d'exception restait encore possible. On aurait dû également prévoir l'augmentation du nombre de tests. Pourquoi? Parce que d'abord, dans tous les pays qui ont eu à reculer au plan des mesures de confinement, de mesures visant à éviter la propagation du mal, on a pris le soin d'accroître le nombre de tests pour identifier des clusters éventuels, c'est-à-dire des zones où le mal se propage rapidement pour pouvoir agir tout de suite et lever un confinement ou un semi-confinement généralisé, mais ne pas exclure des confinements particuliers ou semi-confinements particuliers pour isoler certaines zones. Pendant la crise, nous avons vu le président de la République prendre une série de mesures, notamment la mise sur place du fonds Force Covid-19. Comment trouvez-vous la stratégie de riposte du Sénégal, notamment avec le fonds Force Covid-19 dirigé par le général François Ndiaye? Ben écoutez, il y a des ripostes ou des éléments de riposte à la pandémie qui ont eu un caractère général. C'est-à-dire qu'on apprend de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc créer un fonds spécial pour soutenir certaines activités, pour accroître la lutte contre le mal sur le plan sanitaire, pour subvenir aux besoins essentiels d'une partie de la population. Ces fonds étaient nécessaires, il fallait les mettre en place, ils ont été mis en place. Et vous savez, je ne vais pas m'aventurer sur l'appréciation de la répartition des sommes, de la distribution, parce que malheureusement, il y a une opacité peut-être entretenue, je ne sais, mais une absence de transparence qui ne permet pas, objectivement, de porter une opinion positive ou négative. La distribution des vivres a semé un peu la zizanie, les gens ont beaucoup parlé, on a entendu Ousmane Sonko dire que c'est une honte de mobiliser autant de tonnes de riz. Était-il pertinent, véritablement, de soutenir les populations sénégalaises de cette manière-là? De toute façon, il fallait soutenir. Et comment? Le Front de résistance nationale a fait une proposition, mais vraiment très bien argumentée, en disant, si vous achetez des vivres, d'abord vous imposez aux populations ce que vous leur donnez. Ensuite, vous êtes obligé de transporter. Ce sont des charges supplémentaires. Ensuite, vous ne maîtrisez pas les circuits de distribution. Donc, réfléchissons à un système de cash transfert. Et laissons aux bénéficiaires bien identifiés d'abord
on diminue les relais, les intermédiaires, et on laisse le bénéficiaire de l'aide acheter ce qui lui manque. Ils ont fait un choix qui, évidemment, entre dans leurs habitudes, passation de marché, choix de fournisseurs, et puis vous voyez tout ce que ça a eu pour conséquence. Et évidemment, le doute est jeté maintenant. Il y a eu des détournements, il y a eu des mauvais choix, il y a eu de l'inefficacité, un gros retard dans la distribution des vivres. C'est un échec total. On ne peut pas mesurer la réussite de cette opération en disant 2 mois après, j'ai X% de communes qui ont reçu leurs vivres. Ça relève presque de la plaisanterie. Par contre, il y a ce qu'on appelle le plan de résilience sociale et économique lancé par le ministre Amadou Hott, le ministre de l'économie. Vous êtes économiste et financier, ancien même Premier ministre du Sénégal. Comment appréciez-vous cette stratégie-là? Et le président a dit, et le ministre même l'a répété, qu'on ne parle plus maintenant de plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent est mis en veilleuse par l'impact subi par la pandémie. Comment appréciez-vous ce plan-là lancé par le ministre Hott? Vous savez, il y a une démarche qui, elle, relève d'une vraie stratégie. C'est la remise en cause des visions pour perturber les lecteurs et pour masquer les échecs. On a commencé avec le Yonu Yokete. Des engagements forts, des engagements de rupture sur plusieurs plans. Et j'ai eu l'honneur, un honneur que m'a fait le président de la République, il faut quand même que je le reconnaisse, d'essayer de mettre en œuvre ce projet politique et économique important. Je crois très sincèrement, et certains de vos collègues mettent en comparaison souvent les propos du président de la République avant son élection, puis les propos quelques années après. Je crois très sincèrement qu'à un moment donné, ce souci de transparence, de démarche objective, de mise en avant de l'intérêt des citoyens, de la bonne gouvernance, a gêné le président de la République, qui a plutôt fait le choix d'une gouvernance politicienne. Et à ce moment-là, il fallait quitter Yonu Yokete, aller vers autre chose. L'émergence, c'est un beau mot, je crois. Il y a plus de 40 pays africains qui ont des plans d'émergence. Et on a mis en place un plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, on s'est d'abord rendu compte que ça ne tenait pas la route en termes de résultats atteints. Et on a parlé de deuxième phase du PSE. Et nous avons eu à écrire sur le sujet en indiquant qu'en fait, qu'il ne s'agit pas d'une deuxième phase. On a échoué sur la première phase et on essaie de trouver autre chose. Et malheureusement, bon là, il faut quand même accepter qu'il y a eu des externalités qui sont venues tout perturber. Il y a eu le Covid, la Covid-19, et on est obligé d'aller vers autre chose parce que la deuxième phase aussi, c'est terminé. Nous, au niveau de l'acte, à fin décembre, nous avions déjà dit c'est impossible. Ce qu'ils disent pouvoir atteindre comme résultat dans le cadre du PSE deuxième phase, ce n'est pas possible. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de triches dans les taux de croissance, etc., etc. Et puis surtout, le PSE, M. Fall, repose sur même pas la restauration, sur la transformation du Sénégal en économie compétitive. Sinon, vous ne pouvez pas avoir d'émergence. Et cette compétitivité-là, le PSE lui-même reconnaît que la première condition, c'est de baisser le prix de l'électricité. Quand votre première phase, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, du PSE, vous conduit à son terme à augmenter le prix de l'électricité par gabegie, comme il n'y a pas augmentation de pétrole, c'est faux, il n'y a pas augmentation du dollar, non, il y a économie sur les coûts du pétrole d'environ 25% quand même par rapport au début 2012, au début de l'année 2012, et donc c'est pas ça la cause. La cause c'est quoi? C'est la gabegie qui gêne au niveau de la Sénélec, et il faut restaurer
l'équilibre d'exploitation de cette société. Pourquoi? Parce qu'il y a Aquilée, parce qu'il y a Excelec, parce que, disons-le tout net, la Sénélec, c'est la dernière société nationale sous contrôle total de l'État où il y a des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est là où on peut puiser, là où on peut faire ces petites combines. Donc, échec PSE, mais trop lourdes contraintes pour la deuxième phase du PSE. Et nous avons dit, fin décembre, ce n'est pas possible. On ne s'en sortira pas. Il n'y aura pas la croissance annoncée pour l'année 2020 et pour les années qui vont suivre. Eh bien, les faits nous donnent raison. Aujourd'hui, disons le prétexte pour tout remettre en cause et repartir. Alors, ils repartent sur des bases qui ne sont pas fausses, mais qu'il ne faut pas laisser sous la forme de slogans. Achetons sénégalais, produisons sénégalais. Bon, nous l'avons dans notre programme économique de 2018, mais il ne faut pas que ce soit un slogan lancé en Conseil des ministres. Ça ne peut pas être ça. Il ne faut pas que l'on fasse reposer même pas la relance, mais le sauvetage de notre économie sur quelques phrases plus ou moins ronflantes en Conseil des ministres. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous proposons, et c'est important, ce n'est plus des plans qu'il faut concevoir dans des bureaux fermés, etc. Il faut réunir les responsables, les grandes figures des différents secteurs de l'économie sénégalaise. Il faut des ateliers, il faut échanger avec eux, il faut, à l'intérieur de ces ateliers, faire les diagnostics, définir les difficultés, évoquer les solutions et répartir les efforts de maintien en activité et de redémarrage sur l'État et l'ensemble des parties prenantes. Premier ministre Abdoul Mbaye, la crise a permis de soulever bon nombre de questions, comme celle relative à la dette. Le président Macky Sall s'est positionné comme avocat de l'Afrique pour l'annulation de la dette. Pensez-vous que cela soit possible et quel serait l'impact de l'annulation de la dette sur l'économie sénégalaise? Ben écoutez, si on arrive à une annulation totale de la dette, on ne va pas dire non. Ça serait une excellente chose. Mais vous savez, c'est un peu facile. Je m'endette. J'interdis le débat sur la dette. Je vous renvoie à décembre 2017, lorsque le président de la République est intervenu en demandant presque... il a tensé le Fonds monétaire international qui disait « Attention, la dette du Sénégal est en train de déraper ». Vous aviez également des partis comme le nôtre qui disaient « Attention ». Et il a fallu que je signe un article en disant « Mais vous n'avez pas à nous interdire de débattre de la dette parce que nous allons droit au mur ». C'est cela que nous avons écrit. Le problème de la dette, ça n'est pas un problème. Alors, à l'époque, d'ailleurs, il s'était trompé dans les pourcentages parce qu'il comparait le service de la dette aux exportations pour une économie qui a une balance des paiements complètement négative quand vous vous limitez aux biens et services. Il dit non, laissez ce débat et réduisez votre endettement, votre course vers l'endettement. Si on entre dans ce débat-là, plusieurs spécialistes disent que les pays les plus développés comme les États-Unis, la Chine, la France sont les pays les plus endettés. Si on entre, Monsieur le Premier ministre, dans ce débat-là, est-il véritablement mauvais pour un pays de s'endetter? Attention, vous parlez à un banquier qui a aidé des opérateurs économiques sénégalais par la dette et qui sont devenus de grands hommes d'affaires. Oui, tout à fait. Donc, vous avez, mauvais de s'endetter? mais c'est bien de se souligner. Vous avez la dette utile et vous avez la dette qui ne l'est pas. Ça veut dire que dans la stratégie d'endettement, il faut également prendre en compte votre capacité future à la rembourser. Je vous donne un exemple simple. Quand vous endettez à 1000 milliards de francs CFA ou presque, le Sénégal pour faire un TER, d'abord, les fruits de votre endettement a servi pour l'essentiel à payer des entreprises étrangères. Donc c'est tout de suite ressorti. Ensuite, quel est, aujourd'hui, d'ailleurs vous avez déjà 2 ans de retard,
quelle est l'utilité de cette TER? Quelles sont les recettes qui ont été générées pour le budget de l'État pour lui permettre de payer sa dette? Rien, pour l'instant. C'est presque du gaspillage. Si le choix avait été fait de réhabiliter le chemin de fer, on aurait été dans un autre schéma. Prenons un autre exemple. Les centaines de milliards qui ont été dépensés pour constituer la flotte d'Air Sénégal. D'abord, ça ne correspond pas à la démarche stratégique retenue dans le cadre de l'étude de faisabilité, qui a été conçue avant la mise sur pied de cet organisme. On a acheté à tout va, on a acheté très cher, donc ce n'est pas perdu pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on a plein d'avions, avant même la Covid, avant que les frontières ne se ferment, ils avaient des problèmes pour utiliser ces avions et pour remplir leur capacité. Je crois, sous réserve de contrôle, que par exemple, ils ont tout d'un coup décidé, bon, il faut qu'on aille à Lagos. Ils sont allés à Lagos pendant le mois de janvier, il y a eu 21 jours, je crois, ou 14 vols sur Lagos, 21 passagers. Comment voulez-vous rembourser une dette dans ces conditions? Donc, il est important que les projets financés soient des projets qui permettent, une fois réalisés, une fois exploités, de contribuer au remboursement de la dette, soit de manière directe, soit de manière indirecte, par une amélioration de la productivité, de la production nationale et donc des impôts qui entrent dans les caisses de l'État. Vous êtes ancien Premier ministre du Sénégal. Il y a un débat qui s'installe, poste aujourd'hui qui a été supprimé. Comment trouvez-vous cette décision du président Sall d'avoir supprimé au lendemain de son élection le poste de Premier ministre? Écoutez, c'est une décision difficile à comprendre, parce que dans ses motivations même. Alors qu'il ne l'a pas annoncé pendant la campagne électorale. Mais c'est même pas ça le plus important. Quand vous prenez une décision importante, une décision qui modifie la Constitution, la loi fondamentale du pays, il faut un argumentaire solide. Mais que s'est-il passé? Je supprime le poste de Premier ministre parce que je veux du fast track. Ça veut dire que c'était du low track. Bon, pour parler simple, ce n'était pas efficace. Vous avez un Premier ministre qui s'appelle Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui n'était donc pas efficace. Vous enlevez le poste et vous laissez Mohamed Boun Abdallah Dionne dans un rôle de coordinateur, de secrétaire général à la présidence de la République. Pour moi, ce que j'ai appris en management, c'est que vous avez une structure dans l'entreprise, des postes, et quand, à un poste donné, il y a goulot d'étranglement, il y a mauvaise gestion, vous changez la personne et vous mettez une personne de qualité. Mais vous ne supprimez pas le poste, que ce soit dans le privé ou dans l'administration. Je crois que ce sont des principes simples. Mais malheureusement, on a affaire à des personnes qui n'ont pas l'expérience du management et qui prennent des décisions. Il y a une certaine cacophonie aujourd'hui. Vous avez suivi souvent des débats ou le annoncé lors du Conseil des ministres entre Amadou Hott et Boun Abdallah Dionne sur le rôle de chacun, le rôle de l'autre. Et parfois même entre Boun Abdallah Dionne, secrétaire général de la présidence, et Jean-Maxime Simonier. Après Macky Sall, qui dirige aujourd'hui le pays, selon vous? Écoutez, de toute façon, le projet de Macky Sall, c'est d'être seul maître à bord. Personnellement, je pense que Mohamed Boun Abdallah Dionne n'est là que pour faire introduire des marchés de gré à gré auprès de l'ARMP. C'est ma conviction. Parce qu'on a besoin de lui pour ça. Mais Macky Sall a atteint son objectif, être seul maître à bord. Bon, malheureusement, c'est le Sénégal qui va souffrir, qui en souffre déjà et lourdement. Ce sont les citoyens sénégalais qui vont en souffrir parce qu'il n'a pas la compétence lui permettant... Président Abdoul Mbaye, dans cette crise-là que nous sommes en train de vivre, quelle serait l'utilité du Premier ministre dans cette crise-là, selon vous? Je vais vous dire une chose. Normalement, tous les jours, mais je dis bien, en tout cas moi si j'avais été Premier ministre, parce que je me souviens quand on luttait contre les inondations, j'avais un conseil interministériel chaque semaine. Et bien là, tous les jours, il aurait fallu des conseils interministériels
consacrés à des sujets bien déterminés et permettant de mettre en œuvre immédiatement les décisions prises par le chef de l'État ou permettant de lui soumettre des propositions en associant non seulement les ministères concernés, les experts en santé, des experts économistes. J'ai vu des études remarquables réalisées par nos universitaires. Donc, mais il y a de la matière. Et aujourd'hui, ça manque. C'est pourquoi d'ailleurs, dans une récente publication, j'ai proposé à l'Assemblée nationale de prendre en charge ce vide. Parce que quand même, ils sont représentants du peuple. Le peuple est menacé dans sa santé, le peuple est menacé dans sa survie. Que les représentants du peuple oublient un moment qu'ils sont des béni-oui-oui de M. Macky Sall et à la limite qu'ils l'aident, qu'ils prennent en charge cet aspect, qu'ils procèdent à des auditions, qu'ils fassent des propositions, qu'ils proposent à l'exécutif ensuite leur mise en œuvre. Le sujet qui alimente actuellement les débats est relatif à l'exploitation du foncier. Aujourd'hui, la bamboula sur le littoral semble indigner plus d'un compatriote sénégalais. Quel commentaire cela vous inspire? Bon, alors le foncier, il est beaucoup plus étendu que le seul littoral. Hein. Le littoral, il faut le préserver, ça c'est clair, c'est net. Mais il y a un gros problème du foncier au Sénégal. Et je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais en 2012, un organe particulier avait été mis en place pour réfléchir à cette question. Et autant que je me souvienne, c'est Maître Doudou Ndoye qui pilotait l'affaire. Mais il a fini par rendre les armes. Ça veut dire que, bon, au Sénégal, on sait identifier les problèmes. On sait qu'il y a un problème, mais la politique politicienne s'en mêlant, on refuse d'aller vers des solutions qui pourraient permettre de la gêner. Et aujourd'hui, il est plus que jamais indispensable de bien réfléchir à la question foncière au Sénégal. Parce que nous avons, personne ne peut le nier, une population qui augmente, une urbanisation qui s'étend, donc des problèmes sur les terres pour l'agriculture, des problèmes sur les terres pour l'urbanisation. Et il faut éviter tout ce qui peut correspondre à de la spéculation pure et simple. Et il faut une vraie politique d'aménagement du territoire. Nous, dans notre programme, par exemple, nous considérons qu'il y a des terres qui doivent être totalement vouées à l'agriculture. Vous ne pouvez pas continuer à étendre Dakar, à prendre sur les Niayes, à repousser au-delà des limites les terres agricoles. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'en préserver. Vous êtes obligé de préserver des espaces verts. Donc il y a toute une réflexion importante, et il est temps, malheureusement on a pris beaucoup de retard, toute une réflexion importante qu'il faut mener sur la question du... Premier ministre Abdoul Mbaye, cette émission tire à sa fin. Nous allons aborder la dernière question qui est celle de l'écho. Je pense que c'est cette semaine-là qu'on devait entrer véritablement dans cette monnaie-là choisie par des chefs d'État africains. Avez-vous suivi l'évaluation de cette monnaie-là? Et pour vous, est-ce que les chefs d'État africains ne se sont pas empressés de vouloir quitter le franc CFA parce qu'il y avait un débat pour fuir vers une monnaie qui n'est pas encore prête? Bon, c'est une question que je suis de très très près. Et malheureusement, ça c'est ma conviction, l'écho ne sera pas disponible pour la zone UEMOA avant la fin de l'année. Sauf si il y a un accord exceptionnel entre les chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut, parce qu'il est important que la parole d'Alassane Ouattara soit respectée, parce que c'est la parole d'un chef d'État, mais c'est aussi une parole qui a engagé tous les 8 chefs d'État de l'UEMOA. Il faut rapidement s'orienter vers une nouvelle dénomination, puisque engagement avait été pris de ne plus s'appeler franc CFA. Et ça, il faut le respecter avant la fin de l'année. Premier ministre Abdoul Mbaye, cette interview tire à sa fin. Ça a été très court, mais le temps est terminé. On vous remercie. Je rappelle que vous avez été économiste, banquier, Premier ministre du Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Votre dernier mot? Écoutez, encore des encouragements, hein, très sincèrement. Dommage, effectivement, que
le temps ne nous est pas permis d'évacuer toutes les questions. Mais en tout cas, sachez que vous êtes vraiment le bienvenu ici. Cette Afrique est un groupe de presse mis en place pour l'économie, pour la finance, pour des sujets thématiques, pour des débats de fond. Vous êtes économiste et à chaque fois que de besoin, on fera appel à vous pour véritablement consulter avec vous beaucoup de questions. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. La grande interview tire à sa fin. C'était le Premier ministre Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal, président de l'ACT. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la grande interview. Merci beaucoup.